Eh ben, bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour cette deuxième journée du SIDO. On fait salle comble à 9h30 du matin, donc ça c'est génial. Il y a même plus de place, donc tant mieux. Donc première table ronde de cette deuxième journée intitulée Intelligence artificielle, que devient la compétence technique en entreprise? On en entend beaucoup parler depuis quelques temps, de plus en plus aujourd'hui. Est-ce que l'IA va transformer les métiers? Est-ce qu'elle va en éliminer certains? C'est ce qu'on vous propose de découvrir avec nos intervenants. Alors tout d'abord, Adrien Grémillet, vous êtes fondateur de 80 Consulting. Bonjour Adrien. Vous avez le micro, est top. Donc je précise, 80 Consulting, c'est un cabinet de conseil indépendant qui accompagne les PME et les ETI dans leur transformation numérique axée sur l'intelligence artificielle. À vos côtés, Pierre-Antoine Trouba, vous êtes délégué général de l'ADIRA. Donc l'ADIRA, c'est une association professionnelle créée en 1969 qui fédère plus de 500 entreprises autour de groupes de travail thématiques. Donc tout ce qui touche au numérique, et vous organisez plus de 3 événements par mois, des rencontres, et vous favorisez le partage. Valérie Jeuneton, bonjour. Vous êtes fondatrice de Atout DSI. Alors Atout DSI, c'est la communauté d'intelligence collective des créateurs de valeurs numériques et moteurs d'innovation. Et donc depuis 2014, DSI et décideurs numériques, principalement d'ETI, ça a son importance, partout en France, co-construisent une vision partagée des méthodes, des outils. Et enfin, les deux derniers messieurs, Emmanuel Donati, fondateur du Boss de l'IA. Vous accompagnez les entreprises, organisations et établissements éducatifs pour s'approprier les opportunités offertes par l'intelligence artificielle. Donc on voit qu'il y a un cœur de métier commun et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a choisi. Et Thierry Alvernia, vous êtes directeur délégué d'Araeco, qui est une entreprise spécialisée dans l'intégration de l'intelligence artificielle, également pour les PME et les ETI industriels. Bonjour à tous les cinq, merci d'être avec nous. Alors je le précise, le SIDO, c'est pas que des intervenants qui parlent et qui font de longs monologues, c'est aussi de l'échange, parce que comme j'aime à dire souvent, cet événement est avant tout fait pour vous. Donc je vais vous proposer, si vous voulez bien, de scanner le QR code qui va s'afficher à l'écran. Vous allez tomber sur un outil qui s'appelle Slido, ou Slido pour les anglicistes. Vous n'avez rien à installer, pas de compte à créer, rien du tout. Vous pourrez poser des questions auxquelles moi j'aurai accès directement sur ma tablette. Alors vu le nombre et vu que nous n'avons que 45 minutes, entre guillemets, je n'aurai pas capacité à prendre toutes les questions. Donc ne prenez pas ombrage si je ne prends pas votre question, mais j'essaierai qu'il y ait un maximum d'interaction avec vous. Et bien sûr, peut-être, je vous amènerai le micro directement, car je sais que certains, même si on est dans un salon dédié au numérique, aiment bien la méthode à l'ancienne. Voilà, qui est dit. Donc sur 45 minutes, on va peut-être échanger d'abord avec nos intervenants, et puis après, on pourra faire des questions avec vous dans la salle directement. Donc, je vous propose de commencer. Donc, dans le titre, il y a des mots-clés certes intéressants, notamment la notion de compétences techniques. Alors, on va peut-être commencer directement avec toi, Pierre-Antoine. Premièrement, une question, c'est quand on parle de compétences techniques, finalement, face à l'intelligence artificielle, de quoi est-ce qu'on parle vraiment? C'est quoi, qu'est-ce qu'on met derrière ça? Ouais, alors bonjour à tous. Effectivement, quand on a commencé de préparer ensemble cette session, on s'est tout de suite arrêté sur ces quelques mots-clés, à savoir les compétences techniques et intelligence artificielle. Et si on reprend en partant de la fin d'intelligence artificielle, en fait, s'il n'y en a qu'une peut-être de définition aujourd'hui dans le dictionnaire, il y a en réalité un certain nombre d'intelligence artificielle, on parle de deep learning, de machine learning, et en fait le thème, à mon avis, que l'on va traiter un petit peu plus dans le cadre de cette table ronde, tourne autour des IA génératives. Mais ce qu'il faut bien comprendre et entendre, c'est que suivant nos IA, on va avoir en fait des cas fonctionnels qui vont être différents. Si on parle par exemple de machine learning ou de deep learning, on va avoir sans doute des cas d'usage qui vont être autour de soit de l'automatisation, de la prédiction, de l'analyse de données par exemple. Alors que si on parle d'IA générative, on va parler de générative. Donc qui dit générative dit production de contenu, etc. Donc on ne touche pas les mêmes usages ni les mêmes métiers fondamentalement. Donc, au sein de l'outil qu'est l'intelligence artificielle, il y a une multitude de sous-outils, on pourrait dire, de formes d'intelligence artificielle, mais aussi qui dit compétences, dit métiers différents. Et du coup, Adrien, pareil, quand on préparait, on parle de DSI, de développeurs, de data scientist, donc les métiers ne sont pas touchés de la même manière. Comment est-ce que toi, dans ton quotidien, tu vois la distinction entre tous ces métiers? Oui, alors il faut déjà voir, quand on parle de compétences techniques, et c'est ce qu'on s'était dit pendant la préparation, ça peut être très large. Même un publicitaire qui utilise l'IA ou Photoshop, par exemple, ou l'IA sur Photoshop pour améliorer les images, c'est une sorte de compétence technique. Donc nous, on a repriorisé, on s'est dit quand même le périmètre, c'est vraiment la compétence technique au sens IT, développement, etc. Mais même dans ce périmètre-là, on peut différencier en fait plusieurs catégories. Il y a les développeurs, mais il y a aussi les DSI.
Et les compétences utilisées et la façon dont l'IA va être utilisée vont être différentes selon les catégories. Le développeur va plutôt avoir une utilisation, on va dire, générative au même titre. Encore une fois qu'un publicitaire, par exemple, il va l'utiliser pour générer du code, parcourir des codes base, etc., pour ressortir des éléments. Et donc c'est une utilisation vraiment générative copilote. Le DSI, lui, de son côté, va avoir un rôle assez différent. Ça va être d'accompagner l'entreprise dans sa globalité à adopter l'intelligence artificielle et donc accompagner chacun des différents métiers sur l'adoption des outils IA spécifiques au marketing, spécifiques aux forces commerciales, spécifiques à la comptabilité, etc. Donc son métier d'origine qui est d'accompagnement à la mise en place d'un système informatique interne à l'entreprise et de logiciels spécifiques à chacun des métiers va évoluer parce qu'on va rajouter en fait de l'IA sur tous ces éléments-là. Donc ce qui va complexifier un petit peu aussi les attentes au niveau du DSI. Alors c'est intéressant dans ce que tu dis, donc on voit qu'il y a des compétences techniques propres à l'intelligence artificielle, il y a des compétences techniques secondaires, mais aussi des compétences humaines, la notion de DSI, parce qu'il faut accompagner l'humain derrière, mais on y reviendra juste après. Alors peut-être Valérie, je te propose que tu aies l'honneur de ton point de vue, crever l'abcès sur cette vaste question. Est-ce que l'IA supprime la compétence technique ou est-ce qu'elle la transforme? Et pourquoi? On attaque le cœur du sujet. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça ne supprime pas la compétence technique, heureusement. Disons que ça la déplace ou ça la déplacera, sans doute plus vers une gouvernance plus technique des modèles et effectivement un accompagnement plus fort. Également vers l'orchestration des différentes intelligences humaines, métiers et évidemment IA. Si on s'applique à deux métiers, par exemple, si on prend le développeur, on pense souvent au développeur comme profession la plus exposée quand on est sur la pure IT. Oui, probablement demain ou peut-être un peu aujourd'hui, on sera plus sur un producteur dominant de code simple, mais pour le coup, on a bien un métier qui émerge, qui est d'être l'architecte, d'orchestrer des systèmes, d'être capable de valider une qualité de code et évidemment d'en assurer la sécurité. C'est un premier point. Et puis évidemment aussi toute cette interface dont on a parlé avec les métiers pour apprendre là. Donc une hauteur de vue un petit peu différente. Ça s'applique aussi à d'autres métiers. Je pense, alors c'est pas dans ceux qu'on a cités là, mais dans l'industrie des ingénieurs plus process, où là, de la même manière, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà démarré avec le machine learning. On a une posture d'orchestrateur de machines physiques, de systèmes, d'actions humaines. On rajoute une brique essentielle dans la même vision process. Et c'est là que, je pense, l'hybridation de la compétence technique et de la compétence métier va être encore plus forte demain. Donc cet enjeu, et probablement, au lieu d'être un top dev, on sera demain de bons hybrides. Merci. Alors du coup, Emmanuel, je propose d'enchaîner, de donner ton avis en complément à ce que vient de dire Valérie, parce que quand on a fait cette préparation, toi d'entrée, tu as dit non, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain, parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas comme une calculatrice qui donne toujours un résultat exact, il y aura toujours des biais, l'intelligence artificielle ne sera jamais parfaite, on aura toujours besoin de l'humain. Tout à fait, donc je rejoins tout à fait Valérie. Pas du tout. Les compétences techniques ne vont pas disparaître, ne vont pas être absorbées par l'intelligence artificielle. Alors, il y a deux voies possibles. Je nuance un petit peu le propos, il y a deux voies possibles. Soit on fait confiance entièrement à l'intelligence artificielle, on lui confie tout et puis on a des résultats qui vont être très moyens, qui vont être corrects mais très moyens. Soit on va plutôt exacerber, essayer de pousser notre compétence technique. Et on va pouvoir, par exemple, j'ai dirigé des équipes de développeurs au cours de ma carrière et on avait toujours des backlogs importants, etc. Et on peinait à les délivrer suffisamment. Grâce aux outils d'IA, on va pouvoir gérer tout ce qui est basique et le développeur, par exemple, ou les spécialistes techniques vont pouvoir se concentrer, se spécialiser et aller chercher justement, améliorer encore leurs compétences techniques pour devenir vraiment, comme le disait Valérie, des architectes en fait. Mais ça va demander justement d'améliorer encore nos compétences techniques. Donc moi je pense que c'est cette voie-là qu'on va choisir, qu'on doit choisir en tout cas, pour améliorer le service qu'on va pouvoir apporter à nos clients.
Donc du coup, là, vous l'aurez compris, hein, la posture qui est la nôtre avec nos intervenants, c'est voilà, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain et les compétences, elle va les faire évoluer. Alors juste avant de poser la question de finalement comment est-ce qu'il faut prendre le train de cette évolution, comment on peut faire quand on est une entreprise et qu'on veut prendre commencer la transformation, ce que je voulais dire. Peut-être Thierry, avec toi, souvent la porte d'entrée justement de la transformation numérique passe par les DSI, donc les directeurs des systèmes d'information. Ou informatique plutôt. La question, c'est que toi, dans ton métier, tu en rencontres beaucoup. Quelle est la posture des DSI justement face à l'intelligence artificielle et ma question secondaire, c'est quelle est la posture idéale quand on est un DSI? Est-ce qu'on doit s'approprier, on va dire, tout seul dans son coin et après on va prêcher la bonne parole avec son bâton de pèlerin? Est-ce qu'il faut faire ça de manière collective? Voilà, quel est ton avis là-dessus? Alors, les DSI, ils ont un rôle central parce que souvent, ils appartiennent au CODIR ou au COMEX. Et leur job, en fait, c'est pas uniquement de mettre en place des outils informatiques. De plus en plus, leur job, c'est de traduire une stratégie d'entreprise en quel outil pour soutenir la stratégie d'entreprise et avec quelles ressources autour des outils. Donc ça, c'est important parce que l'IA, elle transforme, elle a un côté transformatif dans vos métiers, dans vos organisations. Et donc, les DSI ont cette capacité à se projeter et à pouvoir dire ce qu'on fait aujourd'hui va changer par rapport à ce qu'on va faire demain. Et les choses se profilent de telle manière dans ce qu'ils en perçoivent sur le coup d'après et comment on peut intégrer du coup l'IA dans l'entreprise. Ça devient un enjeu pour eux parce que c'est au service d'une stratégie. Ça, c'est extrêmement important. Nous, on le voit beaucoup quand on fait les diagnostics, on va en parler après, mais il faut vraiment que ça soit lié à la stratégie. Et les compétences de ces DSI, en plus de traduire la stratégie en outils, c'est d'avoir cette capacité à se dire comment je construis mes boîtes à outils dans l'entreprise et comment je vais expliquer en fait aux collaborateurs comment utiliser les meilleurs outils au meilleur moment, au meilleur endroit. Donc vous voyez, j'ai commencé à définir une sorte de périmètre et d'enjeu des DSI. C'est tout à fait central et stratégique dans une entreprise. Alors on commence déjà à avoir une question sur Slido, donc je vous en remercie, ça montre que mon outil marche et peut-être que ça va vous donner envie de le scanner, le QR code et de poser des questions. Alors première question, c'est aujourd'hui l'IA freine l'arrivée des jeunes sur le marché du travail et rend l'apprentissage des techniques difficiles pour les jeunes, donc gros risque futur, point d'interrogation. Qui veut répondre? Adrien? Vous pouvez répondre à plusieurs, si vous voulez, mais Adrien. Alors, je crois qu'en plus c'était une question, il y avait des questions similaires un peu dans la suite du texte, mais c'est vraiment une question intéressante je pense et j'ai encore eu l'occasion d'en parler lundi, j'intervenais dans une autre conférence à Chambéry et cette question de senior, junior est assez cruciale et on en a longuement parlé pendant la préparation. Ce qu'on voit quand même globalement, c'est qu'aujourd'hui en tout cas l'IA va arriver plus facilement à automatiser des tâches de junior que des tâches de senior. Donc les seniors vont avoir ce regard critique sur ce qui est fait par l'IA, vont être capables plus facilement de détecter des hallucinations par exemple et de dire non mais là l'IA se trompe, il ne faut pas partir dans ce sens-là parce que d'expérience je sais que ça ne va pas fonctionner. Les juniors vont moins avoir cet aspect-là et donc vont être potentiellement en théorie plus remplaçables par l'IA. A l'inverse, des juniors qui sortent de leurs études et qui ont fait leurs études avec l'IA en copilote vont être plus à même aussi à comprendre les usages de l'IA et à identifier des cas d'usage pertinents pour l'entreprise. Donc des cas d'automatisation par exemple et des choses de ce genre-là que les seniors n'auront pas forcément en tête. Donc c'est là où il y a un peu une complémentarité, je pense, junior-senior. Je pense que le travers de se dire on remplace tous les juniors par de l'IA va pas fonctionner parce que les juniors il faut quand même les former, il faut que ça devienne des seniors à un moment. Donc on avait évoqué cette idée lors de la préparation. Des binômes junior-senior pourraient être aussi intéressants à créer. Le junior apportant sa connaissance des limites des usages de l'IA et le senior étant là pour un peu superviser et s'assurer que ça dévie pas, qu'on ne rentre pas trop dans des hallucinations. Un élément qui peut être important, je pense, à ce sujet-là aussi, c'est la façon dont l'IA est utilisée, notamment par des juniors ou des étudiants. Il ne faut pas que l'IA soit un peu un bouton sur lequel on appuie et puis tout est fait et puis on le livre comme ça sans même le relire. Il faut que l'IA soit vraiment un copilote pour justement s'assurer de la montée en compétence quand même des juniors. Parce que si c'est juste un bouton, on appuie et puis le résultat est donné, il n'y a pas de regard critique et il n'y a pas de montée en compétence. Alors je vois que Valérie, tu voulais réagir et Thierry après? Mais vas-y, Valérie. Oui, c'est une vraie question. En France, je pense qu'on n'a pas encore des bascules majeures, mais il y a une étude que vous avez peut-être vue par des chercheurs de Stanford qui est sortie
dans les 2 semaines qui viennent de passer, où ils ont analysé à partir du logiciel ADP, donc des variables de paye, basiquement, pour voir quels étaient les profils recrutés. Et ils ont estimé que sur les professions juniors exposées à l'IA, donc il y a les développeurs dedans, mais il n'y a pas que les développeurs, il y avait une baisse relative des embauches de 13%. C'est conséquent, on n'est quand même pas... on n'a pas 10 ans de recul. Donc oui, il y a ça. Après, je pense que les entreprises, on est sur le marché américain, donc c'est beaucoup plus rapide. Mais en tout cas, il va y avoir une réflexion d'équilibre à créer. Il ne faut pas en avoir peur. Moi, je trouve que les écoles, et quand je parle école du numérique, de l'IT, je parle aussi les écoles de commerce, etc., se sont emparées assez vite du sujet et avec intelligence. Moi, je travaille beaucoup au sein d'Atout DSI avec justement les écoles et on voit qu'il y a une vraie réflexion qui a été faite, qui n'est pas juste salut, comment utiliser ChatGPT. Ce qui était ce que je craignais. Donc moi j'ai regardé des programmes d'école de commerce. Aujourd'hui, il y a du travail sur la modélisation, par exemple. Et pour moi, on parle des nouvelles compétences techniques. Il y a évidemment comprendre les modèles, mais il y a besoin, dès le collège, de commencer à travailler sur de la modélisation, sur de l'algorithmie, parce que c'est un sport, c'est une gymnastique. Voilà, il faut choper le truc. Donc moi, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et effectivement, pour pratiquer beaucoup le mentorat au sein d'Atout DSI, on voit la force de ces approches. Alors, on a vu le reverse mentoring qui a marché aussi sur l'adoption digitale. Ces binômes sont intéressants et de toute façon, on trouvera l'équilibre parce que les juniors, c'est le vivier de seniors de demain. Mais c'est vrai que là, avec tout l'enjeu de soft skills, on a une prime à la seniorité qui va avec la prime au métier que j'évoquais tout à l'heure. Thierry. Oui, alors j'ai fait court tout à l'heure pour compléter la question que tu m'avais posée sur la posture du DSI. C'est normal, l'IA se développe très très vite. Tout le monde a besoin d'expérimenter un peu, de se faire son point de vue sur l'IA, de développer ses compétences. Et simplement, si pour les plus aguerris d'entre vous, vous avez vu sortir une étude du MIT qui dit que grosso modo 90 ou 95% des projets qui sont menés uniquement en interne par les DSI ne révèlent pas leur valeur, grosso modo vont dans le mur. Et c'est tout aussi l'intérêt des DSI d'arriver à se compléter par des expertises et des expertises de prestataires IA comme certains d'entre nous. Et nous, chez Areiko, on a choisi, par rapport à ce que disait Adrien, le junior augmenté, c'est-à-dire qu'on a une solution qui permet en fait de capter le savoir, de capitaliser le savoir et ensuite de mobiliser le savoir au moment, justement au bon endroit, au bon moment et pour la bonne personne. Donc vous imaginez effectivement un jeune qui prend un poste de travail et à qui on a expliqué ça rapidement et qui tout à coup se retrouve confronté à une difficulté. Déjà il est en stress, il n'a pas la connaissance, etc., etc. Et donc il y a des solutions d'intelligence artificielle qui aujourd'hui permettent d'augmenter cette juniorité et d'apporter à ce moment-là le savoir qui permet de conforter et de faire avancer. Donc puisqu'on a basculé, Emmanuel, sur le côté humain, j'aurais une question après aussi pour Pierre-Antoine sur la posture des entreprises aussi de manière un peu plus large. Mais Emmanuel, je t'en prie. Pour rebondir un petit peu, il y a ici une fantastique opportunité en fait, puisque on peut résoudre aussi un autre problème qui se joue au sein de nos entreprises, c'est la transmission intergénérationnelle. Donc le fait de, comme le suggérait Adrien, de composer, de constituer des binômes junior-senior va nous permettre en fait de faire monter les juniors beaucoup plus rapidement en compétences et il faut que les entreprises se rendent compte et cette prise de conscience en fait de la fantastique opportunité parce que si on ne fait pas monter en compétences, si on n'investit pas en fait dans la jeunesse et dans les juniors, eh bien les entreprises risquent de se vider de leur substance. Alors, tu me fais la transition parfaite, tu parles de fabuleuses effectivement, opportunités. Pierre-Antoine, du coup, la question est valable aussi pour tout le monde, mais les adhérents de l'ADIRA, c'est quoi leur posture vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Est-ce que tout le monde a compris que c'est une fabuleuse opportunité? Est-ce que les gens regardent encore un peu en attendant de voir comment ça va vraiment se passer? Enfin voilà, c'est l'IA, la transformation IA est-elle à ses débuts ou est-ce qu'elle est bien enclenchée? Alors, on a plusieurs postures puisqu'on a plusieurs profils. On a autant en fait à l'ADIRA d'entreprises qui sont utilisatrices des systèmes d'information que d'entreprises qui fournissent ou conçoivent des systèmes. Donc aujourd'hui, on va dire que les regards sont un petit peu différents. Quand on prend la posture, et on discutait par exemple pas plus tard que mardi, avec des directions générales d'entreprises prestataires, plutôt ESN et éditeurs de solutions par exemple, qui eux disent finalement, aujourd'hui,
on a une double conjonction, et je rebondis sur les chiffres aujourd'hui qui sont à la baisse, par exemple sur les embauches. Il y a une double conjonction, c'est-à-dire que d'une part, il y a un attentisme qui est lié aussi à une conjoncture économique qui est faible, qui est en ralentissement. Donc ça impacte aussi l'embauche des jeunes, c'est aussi un des facteurs clés aujourd'hui, qui restreint un certain nombre de projets dans les entreprises. Et puis l'autre conjonction, c'est qu'il y a une forme aussi d'attentisme en disant mais quels seront les futurs talents de demain et les futures expertises. Est-ce que justement l'IA ne va pas prendre une certaine place? Donc aujourd'hui, on a ce ralentissement et l'observation qui est faite, que ce soit de la part des entreprises prestataires qui disent finalement l'intelligence artificielle, oui, il y a des opportunités de marché, il y a des acteurs aujourd'hui qui se lancent dans ce domaine ou qui se sont lancés depuis quelques temps, qui à la base par exemple venaient du monde de la data et augmentent leur périmètre d'intervention sur l'intelligence artificielle. Eux aussi bénéficient forcément d'un effet d'aubaine, d'opportunité qui est important. Et il y a un besoin clair et net des entreprises, notamment à se lancer dans des démarches de sensibilisation, d'apprentissage de ce que revêtent les potentiels de l'intelligence artificielle. Du côté, et puis en revanche, toujours du côté des ESN, etc., il y a aussi une forme de désillusion pour certains et certaines qui, pour leur propre compte, vous savez que les ESN par exemple, ont justement pour certaines des développeurs, ont pour certaines des consultants, ça challenge considérablement leur métier, mais ils ne voient pas non plus directement pour eux l'impact, encore à ce stade. Et excusez-moi d'être un peu long, mais côté entreprise utilisatrice, aujourd'hui nous on a un certain nombre d'entreprises qui sont industrielles par exemple, qui sont dans notre secteur d'activité. Clairement, il y a encore énormément de questions qui se posent, énormément de questions qui sont d'ordre économique. L'IA, ça coûte relativement cher. Venir vous doter de licences supplémentaires qui sont quasiment l'équivalent de celles que vous coûtent des solutions collaboratives, ça demande quand même de faire des choix. L'IA, ça coûte cher. Et puis d'autre part, la démarche qui a été faite généralement dans les entreprises est inverse. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'est-ce que l'on peut faire avec une technologie ou des technologies qu'on appelle intelligence artificielle, plutôt que de se poser la question de quoi avons-nous besoin. Et donc aujourd'hui, quand on a pris le taureau par les mauvaises cornes, on arrive aux chiffres que tu as cités, Thierry. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Donc on rentre dans cette phase, si vous connaissez le Gartner, avec cette espèce de belle courbe, avec la hype des technologies, eh bien, on rentre un petit peu dans cette phase de désillusion, où on se dit ça n'a pas encore l'effet escompté en termes de productivité, de compétitivité et de marché. Voilà. Ah ouais, Valérie. Je trouve que pour discuter avec les DSI, si je me reprojette en 2023, donc là, ChatGPT Monde, initiation, moi ce que j'avais trouvé très intéressant, et c'est la première fois que je les voyais faire comme ça, il y a eu une vraie première question qui n'était pas une question rhétorique, qui était de dire est-ce que c'est les DSI qui doivent porter la transformation IA? Ça témoigne du fait de dire c'est une transformation métier, c'est une transformation stratégique. Donc oui, ils ont pris en main le fait que c'était un sujet, et ça a été un vrai débat. Effectivement, quand on regarde des gens qui savent faire de la transformation, qui ont un focus sur le delivery fort, donc sur la valeur, et qui sont eux-mêmes entre la techno et le métier, il n'y en a pas 50 dans les entreprises. Donc on y est arrivé. Le point, c'est qu'effectivement, on a eu cette période de frénésie un peu, où la question n'était pas qu'est-ce que je vais faire de l'IA, mais quel cas d'usage je pourrais faire pour essayer l'IA. Et ça, c'était pas la responsabilité des DSI, hein. Enfin en tout cas pas que, hein. C'est que les directions générales ont bien impulsé ça aussi, les métiers d'eux-mêmes. Quand moi j'animais Cap IT en mars, j'étais à ta place, et je leur demandais leur entonnoir de POC dans les banques qui, eux, sont partis assez tôt. Et ils me disaient 150 projets en initiation de POC, 80 réellement lancés en POC et 6 conservés en prod. C'est pas tenable dans la durée. Maintenant, on commence à avoir la phase où on dit OK, c'est quoi mon process métier réel et comment je le détricote et où est-ce que je mets de l'IA profitable. Et là, on pourra parler de ROI et pas de rustine sur des bouts de process parce qu'on a eu l'idée à droite ou à gauche. Alors là, tu soulèves un point très important, mais là, on est plus sur les leviers à activer. Juste pour rester sur les constats, Adrien, tu nous disais quelque chose complémentaire à ce que Pierre-Antoine a dit. Toi, dans ton quotidien, est-ce que tu constates que les entreprises sous-traitent la compétence IA ou qu'ils essaient de l'internaliser pour qu'on ait encore des éléments sur la posture des entreprises? Alors, c'est vrai que ça dépend un peu des entreprises, mais peut-être pour garder un fil avec ce que tu disais, je pense que souvent, il y a plusieurs types d'entreprises. Il y en a qui vraiment se disent je sais qu'il faut que je fasse quelque chose sur l'IA, je ne sais pas par quel bout m'y prendre.
je vais essayer de trouver un expert qui va me guider, qui va m'aider. Et là, c'est un process qui est construit. En général, on arrive à trouver des ROI qui sont intéressants. Et il y en a d'autres qui se disent non, mais voilà, ça, ce sujet-là, bon, ça, l'IA doit savoir faire. Ils se lancent un peu tête baissée dessus, sans vraiment cadrer le projet, sans vraiment définir exactement ce qu'on cherche à en retirer. Souvent, les attentes sont beaucoup plus larges que ce que peut faire l'IA. Et donc, ils se retrouvent à patiner dans quelque chose qu'ils n'arrivent jamais à démarrer, jamais à faire avancer. Et il y a un peu, je pense, ces deux types d'entreprises. Oui, voilà. Je pense que la structure et la façon de diagnostiquer en fait, les cas d'usage pertinents pour une entreprise est vraiment importante. Et ça, souvent, les entreprises n'ont pas la compétence en interne et elles vont aller chercher la compétence en externe. S'il se trouve qu'au bout du compte, les cas d'usage les plus pertinents sont des cas d'usage vraiment métiers, vraiment internes, peut y avoir un intérêt à intégrer certaines compétences. Mais dans la majorité des cas, ce que je vois en général dans les diagnostics, on va plutôt être sur des cas d'usage d'automatisation de certaines briques métiers. Et de même qu'on ne va pas aller développer un Word ou un Excel spécifique pour une entreprise, on va aller chercher des solutions SaaS sur étagère. Et donc, on va chercher un accompagnement en fait, d'un expert qui va être capable d'aller personnaliser la solution aux besoins spécifiques de l'entreprise. Donc voilà, il y a deux cas. Je dirais qu'il y a quelques cas où vraiment il peut y avoir un intérêt à développer une solution en interne avec éventuellement de l'intégration de certaines compétences techniques. Mais dans 90% des cas, ça va plutôt être de la recherche de solutions externalisées. Donc Valérie, tu as ouvert la porte justement de la voie à suivre si on veut faire l'intégration IA de la meilleure des manières. Donc je vous pose la question à tous, c'est que, voilà, je suis une entreprise, je veux faire le virage IA, comment est-ce que je dois procéder dans l'idéal pour mener cette réflexion stratégique que tu disais Valérie sur c'est quoi finalement la plus-value véritable de véritable, je suis déstabilisé, de l'intelligence artificielle, de ma non-entreprise, et qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut optimiser ou pas. Donc voilà, bon, Emmanuel, je vois que tu as pris le micro. Donc comment est-ce qu'on fait ce virage IA dans les meilleures conditions? Oui, effectivement. Alors je vais donner deux exemples qui va vous paraître caricatural, des contre-exemples en fait. Le premier qui va vous paraître caricatural, mais c'est ce que je constate en fait, c'est des entreprises qui vont prendre 10 licences ChatGPT, les mettre à disposition et voir ce qui se passe. Évidemment, le projet, c'est de la rustine, ce dont on parlait, mais ça arrive réellement, et évidemment, c'est de l'échec. Le deuxième cas d'usage, c'est quand la DSI est seule à porter les projets IA, et effectivement, là aussi, le plus souvent, Thierry a donné les statistiques, 90% des projets qui vont dans le mur, et c'est logique aussi. Ce que je constate, moi, c'est que les projets IA doivent être portés par l'ensemble. C'est une transformation de l'entreprise dans son entièreté et pas seulement un outil métier qui va être porté par la DSI. Et c'est pour ça que j'insiste toujours dans mes accompagnements pour que le top management soit impliqué. Pourquoi ? Parce qu'il faut dans un premier temps comprendre comment les technologies d'intelligence artificielle vont pouvoir impacter non seulement l'entreprise, mais l'industrie dans laquelle elle se situe. En comprenant comment les nouvelles technologies vont impacter l'industrie, on va pouvoir se projeter et pouvoir adapter et imaginer, et c'est là que moi j'interviens pour accompagner donc le top management, les DG, les CEO, les CODIR, à bien comprendre comment les IA vont impacter leur métier, qu'est-ce qu'elles vont changer, et c'est de là que ça part. Et derrière, on va impliquer la DSI et la RH, parce qu'il y a une problématique d'adoption aussi, de peur, bien sûr, ou d'enthousiasme trop important. Et puis il y a des risques de sécurité, etc. aussi dans l'adoption des outils IA. Et donc c'est vraiment une transformation d'entreprise qui doit être pilotée par le top management. Alors, il y a plein de questions, je n'oublie pas, mais on essaie de garder un certain fil. Thierry, je ne sais pas si tu veux réagir. Toi, ton accompagnement, ça se passe comment? Donc, j'ai compris, il faut identifier déjà les personnes leviers, on va les appeler comme ça, qui vont permettre la transformation sur le plan humain. Mais après, d'un point de vue technique, c'est qu'on fait un diagnostic et on initie cette réflexion stratégique. On pose tout à plat, quoi. Il faut qu'on prenne dans l'entièreté de l'entreprise et dans tout ce qu'elle fait. Ouais. Alors, je m'associe complètement à ce qui a été dit par Emmanuel. C'est-à-dire que la clé, c'est de bien comprendre votre métier. Nous, par exemple, chez nous, on a des recrutements qui nous coûtent un peu cher, mais on prend des gens qui ont cette capacité, qui ont déjà dirigé des entreprises, par exemple, et qui ont une compétence technique en plus, et qui comprennent en fait la totalité, le 380 degrés, pardon, disons 360 degrés de l'entreprise, donc aussi bien des fonctions financières, des fonctions de production, des fonctions commerciales, etc., puisque c'est là-dedans que se cachent les gisements de valeur ajoutée de l'IA. Et on intervient ensuite sur 3 niveaux. Le premier niveau qui est un niveau d'acculturation,
Généralement, il faut engager les collaborateurs. Il y en a certains qui pensent que l'IA, c'est ou Harry Potter ou Terminator. Donc Harry Potter, ça va régler tous les problèmes. Terminator, on va tous mourir et on va être remplacés. Je vous le fais simple, mais c'est un petit peu ça quand même. Et donc, il faut arriver à aller les chercher et à les projeter dans leur métier pour savoir où l'IA va leur apporter de la valeur ajoutée. Donc on fait ça sous forme assez ludique, assez dynamique. Ça marche très très bien. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est celui que tu évoquais, c'est le diagnostic data IA. Donc on est, nous, référencés chez BPI France, labellisé BPI France pour mener des diagnostics. On en a mené depuis, parce qu'on existe depuis 5 ans, on en a mené 130, ce qui fait qu'on a une base de connaissances de 400 cas d'usage aujourd'hui. On est rarement surpris quand on en arrive dans une entreprise par les métiers, le fonctionnement des métiers, et on a une bonne idée généralement assez rapidement où l'IA peut apporter de la valeur. Et donc ça, c'est un livrable qui est donné en fait à l'entreprise. Transformation à partir des métiers, de savoir quels sont les projets, et en priorisant et en donnant des éléments de choix que sont forcément le coût et le ROI. Et le troisième niveau, alors je vais aller assez vite sur le troisième niveau parce que Emmanuel en a parlé, mais c'est effectivement l'accompagnement à l'écriture de la feuille de route stratégique qu'il y a pour les COMEX, CODIR et dirigeants d'entreprise. Alors, oui, Pierre-Antoine, et puis il y a peut-être un quatrième niveau que je vous poserai la question. Oui, Pierre-Antoine, je t'en prie. Ouais, je voulais juste réagir. Tu as justement dit et parlé de feuille stratégique IA. Et ça, pour moi, c'est un point hyper important. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, quand elles se lancent dans l'IA, Valérie l'a dit tout à l'heure, on lance des POC. D'autres disent, on va faire une stratégie IA. Et je pense qu'il ne faut pas faire de stratégie IA. Surtout pas. Et je m'explique. Et là, il faut jouer un peu sur les mots. En fait, la problématique, elle vient du terrain. Elle vient d'un certain nombre de contraintes opérationnelles que les fonctions de l'entreprise peuvent subir au quotidien. Elles ont des problématiques qu'il va falloir résoudre. Une partie, et certaines intelligences artificielles permettent d'y répondre. D'autres, non pas problématiques, mais opportunités, s'offrent aux entreprises grâce à l'intelligence artificielle, des potentiels de transformation de leur business, d'accélération, etc. Et en fait, c'est sous ces angles-là qu'il faut travailler. C'est regarder quels sont les points que l'on peut lever et quels sont les facteurs de transformation de l'entreprise. Quand vous êtes dans un atelier, par exemple, de mécanique ou je sais pas quoi, de menuiserie, vous ne vous dites pas aujourd'hui quel outil je vais utiliser et je vais me faire une stratégie outil aujourd'hui. Je vais me faire une stratégie marteau. C'est surtout pas ça. Vous allez vous dire aujourd'hui je vais fabriquer une voiture ou alors je vais fabriquer ou réparer une chaise. Donc c'est vraiment ayez une vraie stratégie d'entreprise, soit d'amélioration de la performance opérationnelle, soit de transformation de votre business, et dans laquelle vous avez un certain nombre d'outils, dont la data, dont l'intelligence artificielle, dont des outils collaboratifs, etc. Et dans lesquels on n'a pas donc une stratégie forcément IA, mais potentiellement une roadmap pour, on appelle ça cet enabler technologique que représente l'intelligence artificielle. Donc c'est un peu subtil, mais c'est... À mon sens, en tout cas, ça change un petit peu. Parce que si on fait des stratégies IA, ça va ça va rentrer dedans une stratégie d'entreprise, une stratégie marketing, une stratégie je ne sais quoi. Et après, il y a 25 stratégies dans l'entreprise, on n'y comprend plus rien. C'est une super stratégie, supérieure. Mais il y a Valérie et après Adrien, pas de souci. Je t'en prie, Valérie. 2 phrases. J'ai envie de dire oui, je suis totalement d'accord sur le fond. Ça n'empêche pas en période budgétaire, parce que votre directeur général est plus enclin à rajouter un billet parce qu'il y a marqué IA dessus, d'écrire une feuille de route IA dans la manière dont on active son budget. Je vois un monsieur qui fait je pense que voilà, la tactique, faut séparer la stratégie et la tactique, mais c'est important et ça évite aussi qu'on mette de l'IA partout, là où parfois l'algorithmie normale suffirait, serait plus efficiente, moins chère, voilà. Mais effectivement, on est en septembre, on est au moment où on parle de sous et parfois c'est des leviers intéressants quand même. Adrien. Oui, juste peut-être pour compléter un petit peu ce qu'il a dit, moi je pense que justement, on fait aussi beaucoup de diagnostics dans le cadre de la BPI à 80 Consulting. Et je trouve que ce qui valorise encore plus ces diagnostics, c'est quand la première phase va vraiment chercher à ancrer les besoins ou les cas qu'on va identifier dans la stratégie globale de l'entreprise. Et ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'il y a une stratégie, je ne sais pas, d'optimisation de la fonction comptable ou peu importe, dans ce cas, on va pouvoir ancrer les cas d'usage qui sont liés à cette fonction-là spécifiquement dans la stratégie générale de l'entreprise. Et ce qui fonctionne aussi assez bien, alors c'est plus à un niveau tactique, je trouve, c'est d'organiser, on le fait de temps en temps en amont des diagnostics, c'est d'organiser des ateliers vraiment collaboratifs avec
une partie importante, plusieurs dizaines de collaborateurs qui, eux, vont vraiment faire ressortir des besoins terrain. Donc ça ne va pas être une stratégie qui va venir d'en haut en disant on veut automatiser tel processus. On va vraiment plutôt cartographier les processus, et les processus notamment qui sont chronophages à faible valeur ajoutée, directement au niveau des collaborateurs. Et à partir de ça, on va en déduire des cas d'usage qui soient pertinents. Donc ce n'est pas une stratégie dans le sens où on détermine quelque chose, une cible, peu importe, et on la découle en stratégie, mais on va vraiment essayer de faire remonter des besoins spécifiques métiers, quoi. Alors Thierry, après j'aurais une question par rapport à tout Ouais, ce qu'on est en train de dire. rapidement, mais pour vraiment illustrer, pour rendre très concret ce qu'on est en train d'évoquer, où vous êtes en direction générale et du coup vous vous retrouvez avec vos directions de métier qui arrivent tous avec un projet IA, parce que grosso modo, je fais simple, mais vous leur avez demandé de faire plus de chiffre d'affaires ou de diminuer les pertes. Et donc ils sont tous venus en disant mais l'IA peut m'aider pour faire ci, ça, ça. Et donc quand vous êtes en direction générale, à un moment donné, comme le disait Valérie, vous n'avez pas des budgets infinis, encore plus en ce moment. Et donc il faut prioriser et ça vous permet de savoir où vous allez porter les investissements en premier. Et quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire si vous êtes direction métier par exemple, vous avez le même problème. C'est-à-dire que si vous êtes en direction industrielle, votre patron vous a demandé de diminuer les rebuts par 2, ou si vous êtes en direction commerciale, votre patron vous a demandé de faire 20% de croissance. Vous avez exploré comment l'IA peut vous aider et vous avez besoin d'avoir une visibilité très concrète, exactement ce qui a été dit, de passer de vos métiers, de comment on fonctionne, pourquoi ce qu'on cherche, et ensuite de savoir comment l'IA peut s'intégrer là-dedans, sans compter qu'il y a un facteur qu'on connaît bien dans le numérique, qui est de la gestion du changement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va poser un outil IA au milieu de l'entreprise que tout le monde va se jeter dessus en disant tiens, je vais l'utiliser. Voilà. Pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, mais grosso modo, qui se réduisent à, si on simplifie et qu'on force le trait, c'est ni Harry Potter ni Terminator. Alors, tu fais la transition parfaite sur là où je voulais en venir. Donc, on a entendu acculturer pour montrer l'opportunité que représente l'intelligence artificielle, diagnostiquer pour comprendre où est la plus-value de l'entreprise, définir la feuille de route ou la roadmap, comme toi tu l'appelles Pierre-Antoine. Et juste après, il n'y aurait pas quatrième niveau qui serait l'adoption de l'outil, parce que la solution, elle ne vit pas par elle-même. Et justement, cette réticence au changement, comment ça se passe? Et là, j'avais une question, c'est est-ce que les formations dans le développement, ou même les formations de manière générale, doivent s'adapter pour inclure l'utilisation de l'intelligence artificielle, et quid de la compétence de base? Mais voilà, la question des formations, comment ça se passe? Pierre-Antoine, je ne sais pas si tu voulais réagir par rapport à ça. Je voulais pas réagir par rapport à ça, mais oui, il faut réagir par rapport à ça. En fait, c'est hyper important. Après, on l'a dit, il y a quand même beaucoup d'écoles qui s'y sont mis, qui ont intégré donc des modules d'IA, et je pense que c'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, une école ne peut pas mettre ça de côté, c'est impensable. C'est pareil, c'est comme si on leur disait aujourd'hui on vous retire vos cahiers. Voilà, ça empêche, c'est une nouvelle modalité de travail, d'apprentissage qui est importante d'intégrer. Par contre, ce qu'il faut évidemment, mais là j'enfonce 25 portes ouvertes, ne surtout pas oublier l'état d'esprit critique, ce qui pourrait manquer. Et c'est vrai que quand on voit par exemple des jeunes ressources qui arrivent dans les entreprises, qui utilisent déjà ChatGPT au quotidien, généralement quand vous leur demandez, vous leur donnez une mission, la première des choses qu'ils vont faire, ils vont écrire dans ChatGPT comment je peux faire ce truc-là. Et ça, c'est plutôt leur apprendre, et ça c'est vraiment le rôle de manager qu'il ne faut surtout pas perdre, manager ou collaborateur, peu importe, mais de faire en sorte que le premier réflexe, ce ne soit pas ChatGPT, que le premier réflexe, ce soit bien on cogite, on réfléchit, est-ce qu'on l'a déjà fait, etc. Et éventuellement, on va se faire aider, utiliser l'IA pour ça. Mais voilà, garder l'état d'esprit critique. Merci Valérie, tu veux réagir? Oui, je rejoins effectivement, c'est l'idée, on n'apprend pas à prompter, on apprend à faire un cadrage, on apprend à faire un brief si on est dans le marketing. Enfin voilà, c'est pas le même sujet. Après, ce n'est qu'une transposition. Après, ça, c'est de la cuisine. Donc, effectivement, c'est apprendre différemment. La question, c'est est-ce que les formations doivent changer? Est-ce que c'est qu'un sujet de formation? C'est un sujet d'apprentissage. Et là, pour le coup, c'est une co-responsabilité. C'est l'entreprise, elle doit donner les moyens d'apprendre peut-être plus souvent et différemment. Ça se périme, une formation de fait. On le sait tous, la formation où on part 3 jours et où on revient et on en prend 10%, on l'a tous vécu. Donc il y a ce côté, aller vers du micro-learning, avoir des temps, de donner du temps aussi aux salariés pour s'interroger et mettre de l'apprentissage. Puis c'est aussi la responsabilité de la personne qui a de la compétence. Voilà, pour revenir au sujet, et
d'auto-apprendre. Alors on l'a un peu fait déjà, l'esprit de l'open source par exemple va dans ce sens-là. Il y a des parcours d'apprentissage, on a de la ressource, on l'appréhende, mais on est totalement là-dedans. Et puis pas oublier que là on est tous très humblement en train d'apprendre en marchant. Personne ne peut écrire le futur avec une clarté et une certitude. Donc c'est un partage entre un apprentissage qui doit être de sources théoriques, mais aussi de sources expérientielles. Voilà, en faisant du feedback, en partageant entre pairs, en faisant de la gestion de projets apprenantes, etc. Donc j'ai du mal, moi, le mot formation m'enferme dans un modèle très clivé, très structuré. Alors il y a Emmanuel qui voulait réagir, je ne sais pas si vous voulez parler de formation, mais aussi la problématique des formations, c'est qu'elles sont très normées. On parle beaucoup de Calliope avec des critères très rudes, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'était la perche que je devais te tendre. Alors, c'était pas exactement par rapport à Calliope, mais ça peut rejoindre complètement, effectivement, parce que Calliope nous cadre en fait, et la formation classique, je pense, doit évoluer. Pourquoi ? Parce que, effectivement, si c'est la formation descendante, on va avoir effectivement des gens qui reçoivent ça, on va leur donner des prompts et qui vont devoir utiliser. C'est comme si je te disais, voilà, je te donne une machine et je te la paramètre. Et pour un usage standard. Mais oui, mais ça ne correspond pas à ce que moi je fais. Et donc il faut vraiment impliquer, et ça va aider aussi à l'adoption. On parlait de Harry Potter et de Terminator, je rejoins aussi Thierry sur cet avis-là. Et donc le fait de transformer la formation en workshop d'acculturation, où les formés, donc les personnes qui viennent acquérir des compétences, vont venir avec leurs problématiques et se rendre compte que, ah oui, en fait, c'est un outil que moi, je peux paramétrer. Ce n'est pas un formateur qui va me dire comment le paramétrer, mais il va m'accompagner dans mon paramétrage pour que je comprenne comment il peut transformer et m'aider dans mon métier. Et je constate une acculturation plus rapide et une adoption beaucoup plus forte à ce moment-là. Et on n'a plus juste, comme le disait Thierry, l'outil au milieu de l'industrie et puis personne n'y touche. Non, il faut que chacun vraiment se l'approprie. Thierry, j'en prie. Et alors, nous, on croit beaucoup, on le constate d'ailleurs tous les jours en entreprise, c'est-à-dire que la formation est une condition nécessaire mais pas suffisante. Certes, quand on vous met un outil dans les doigts, si on vous forme à l'utiliser, c'est mieux que si on vous laisse vous débrouiller. Mais si on revient à tout ce qu'on s'est dit depuis le début, pourquoi on est allé chercher un outil ? Et donc il y a une question de valeur ajoutée au carré, c'est-à-dire que la valeur ajoutée, elle est intéressante pour l'entreprise, mais elle est aussi intéressante pour le collaborateur. Je prends un petit exemple personnel rapide. Moi, ma maman, elle a 80 ans, le numérique, elle y comprend rien, sauf qu'en FaceTime, elle est super experte, parce que ça lui permet de parler avec ses petits-enfants. Voilà. Donc la formation que j'ai eu à donner était minimum, et de toute façon, elle l'utilise beaucoup mieux que moi. Dans la discussion qu'on a tous sur les métiers, le talent, c'est d'arriver à, par les métiers, identifier là où l'IA va vraiment apporter de la valeur. Je vous donne un exemple aussi concret. Dans l'entreprise, nous, on a une solution de poste de travail augmenté. Donc, c'est une caméra avec une IA qui vient analyser ce que fait un opérateur pour monter des petits objets. Quand vous certissez des choses sur un poste de montage et que vous avez fait une erreur, ça part à la poubelle. Donc, c'est une catastrophe pour l'entreprise parce que ça coûte de l'argent. Mais c'est pas que pour l'entreprise. Personne ne se lève le matin en disant tiens, comment je vais mal faire mon travail. Donc ça veut dire que les collaborateurs qui sont engagés, quand ils ont ça à vivre, ils le vivent très mal. Ça fait pas plaisir d'avoir passé des minutes ou des heures sur un produit qu'on est obligé de mettre à la poubelle. Généralement, on transpire dans le dos, on a un peu de crise d'angoisse, etc. Si vous avez des solutions qui sont capables de sécuriser vos collaborateurs tout en augmentant leur productivité, tout en évitant que ça parte à la benne, et donc tout le monde s'y retrouve, le collaborateur s'y retrouve, l'entreprise s'y retrouve, donc là vous avez juste besoin de mettre une petite couche de formation en fait, mais vous avez gagné. Pierre-Antoine. Ouais, je voulais juste réagir. Effectivement, on parle de formation. En réalité, c'est de l'information continue. Je crois que c'est Valérie, tu disais ça. Je voulais juste prendre deux exemples en fait, d'entreprises aujourd'hui qui sont sur notre territoire, avec deux pratiques très différentes qui sont intéressantes. L'une, c'est un fabricant de pneumatiques qui est basé à Clermont-Ferrand, par exemple, petite société. Aujourd'hui, cette entreprise-là a décidé de travailler par exemple sur la gestion des communautés. Eux se sont dit depuis longtemps, mais comment est-ce que l'on fait, et étant donné la pluralité des modèles qu'il faut tester, comment est-ce que l'on fait pour les comprendre, les concevoir, et comment est-ce que l'on va pouvoir à un moment donné se dire, tiens, c'est tel modèle, alors il n'y en aura pas qu'un, ça c'est sûr, mais c'est tel modèle que nous allons utiliser. Et bien en fait, ils ont mis en place une gestion des communautés interne avec
du coup de l'auto-apprentissage via ces communautés. C'est une panoplie généralement plutôt de devs, plutôt ces profils-là, qui en fait vont tester chaque semaine et ensuite en permanence, ils vont s'écrire en disant voilà, j'ai testé Mistral, j'ai testé ChatGPT sur tel ou tel cas d'usage, et ensuite ils vont faire leur retour d'expérience entre eux. Donc là je caricature, ils vont beaucoup plus loin que ça, mais ça c'est un truc qui est hyper important. Quelle que soit l'échelle de votre entreprise, c'est quand même faisable. C'est pas parce que vous n'avez pas les effectifs de Michelin, peu en ont dans la région. Néanmoins, vous pouvez quand même mettre ça en place et faire en sorte que des équipes soient apprenantes, soient en capacité de tester des solutions pour ensuite se dire ok, on va devoir choisir entre telle ou telle solution. Et deuxième exemple, et après je m'arrête. Après, il y a une autre pratique qui s'appelle le citizen development, où aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'à hier, on parlait beaucoup de citizen development dans le cadre du low-code et du no-code, c'est-à-dire comment s'approprier un certain nombre de technologies relativement faciles que vous trouvez via Microsoft ou d'autres solutions, parfois même gratuites. Et ça, ce sont de fabuleux potentiels déclencheurs ou accélérateurs on va dire, pour libérer la DSI, parce que souvent elle est un peu contrainte, c'est compliqué. Eh bien, l'intelligence artificielle a intégré ces pratiques de low-code, no-code. Et donc aujourd'hui, on va être amené à former des citizen developers, c'est-à-dire potentiellement des métiers à qui on va apprendre en fait, à faire du low-code, du no-code, et via des interfaces de LLM, par exemple. Donc voilà. Très rapidement, parce que malheureusement, on arrive bientôt au terme de cette table ronde. Très rapidement, je pense juste par rapport à tout ce qu'on s'est dit, et pour revenir un petit peu, pour relier avec ce qu'on avait avant, je pense qu'en termes de formation, il y a aussi une différence générationnelle. C'est-à-dire que les plus seniors vont avoir besoin, eux, d'être acculturés, de comprendre ce que peut faire ou ne peut pas faire l'IA. Et pour moi, c'est plus qu'une formation où on dit, voilà, pour faire telle tâche, il faut suivre tel prompt. C'est plutôt une acculturation qui va amener à penser un peu différemment et à se dire, mais ça, est-ce que je ne pourrais pas l'automatiser facilement avec de l'IA? Donc pour moi, c'est vraiment ce phénomène-là, en tout cas pour les plus seniors. Je pense que les plus juniors ont déjà ce réflexe, parce que dans leurs études, ils ont le réflexe d'aller chercher sur ChatGPT. Donc là, pour les juniors, c'est un petit peu différent. C'est plutôt comment utiliser l'IA comme copilote finalement, mais pas comme automatisation de ce que je dois faire pour continuer à monter en compétence. Alors, je vous vois, messieurs, très impatients. Juste, on arrive au terme de cette table ronde. Alors, je suis désolé, je ne vous ai pas donné la parole directement dans la salle. J'ai essayé de distiller les questions sur Slido dans les échanges qu'on avait avec nos intervenants. Juste, on a un peu dépassé le temps, mais ce que je vous propose, c'est très rapidement de conclure. Non, mais Thierry, tu pourras le faire. Un peu chacun votre tour, mais rapidement, si vous devez donner un conseil et une conclusion à nos participants, ce serait quoi, Emmanuel? Très rapidement, et pour rebondir, pour nuancer un petit peu ce que disait Adrien, je crois que tout le monde, les jeunes aussi, doivent bien comprendre comment fonctionne une IA pour pouvoir l'utiliser correctement. Et certainement, une soft skill qui est essentielle aussi à promouvoir, c'est l'esprit critique. Ça a été dit au cours de la conférence, mais c'est vraiment donc l'acculturation et l'esprit critique sont vraiment les deux termes les plus importants dans une adoption IA. Okay, merci Manuel. Valérie, et puis peut-être après Thierry. Si je devais résumer en un mot, alors il y en a deux. C'est bravo, déjà vous êtes là, parce qu'une partie de la réponse, c'est de sortir. C'est d'aller à l'écoute, c'est de dialoguer, c'est de voir comment ça se passe chez les copains, etc. Et le deuxième, c'est écosystème. Donc écosystème, c'est aller vers ses pairs. Nous, on a mis en place, d'habitude, on travaille par groupe de travail, c'est très classique, donc on est 8-10, on réfléchit, machin. Sur l'IA, par exemple, on a mis en place une démarche plus agile, on est par trio, avec des contextes de maturité et de nature d'investissement et d'enjeux communs. Et en fait, nous, on les nourrit avec de la matière, parce qu'on a avec des partenariats, des chercheurs, etc. Et eux nous rétrocèdent, entre guillemets, une construction de raisonnement de ce qu'ils ont appris à trois. Ça marche beaucoup mieux et ça se transpose dans l'entreprise. C'est qu'il faut aller parler à des tiers, travailler avec des tiers, il faut aller voir des pairs qui font un peu différemment, parfois pas dans votre secteur. Et puis, il ne faut pas oublier que l'écosystème, c'est aussi votre environnement de fournisseurs, de start-up, etc. On est tous en train de chercher... je vous ferai grâce de la phrase à plusieurs cerveaux, on est moins cons. Mais ça marche vraiment. C'est la base de l'intelligence collective. Thierry, Pierre-Antoine, et puis après, on va devoir conclure. Oui, déjà, le message, c'est vraiment faites-vous aider. Ne restez pas tout seul face à vos enjeux IA. C'est intéressant et même pertinent d'expérimenter par vous-même. Mais il y a un moment donné, si vous voulez vraiment tirer la quintessence de l'IA, faites-vous aider par des professionnels, par des experts. Pour reboucler avec les compétences techniques, c'était le sujet de notre table ronde.
En fait, l'IA magnifie les compétences techniques que vous avez, c'est-à-dire qu'elle va vous aider sur toutes les tâches à faible valeur ajoutée et vous libérer du temps sur de l'analyse ou de l'expertise que vous avez vous. Et donc c'est une belle complémentarité entre l'être humain et l'IA que nous on prône chez Areco. Pierre-Antoine et Adrien, après très rapidement. Mais... Moi, je partage tout ce qui a été dit. Je voudrais juste vous inviter à consulter. Il y a OpenAI qui a dévoilé il y a 2 jours un rapport sur les usages qui sont faits aujourd'hui de ChatGPT. C'est assez intéressant parce qu'on sort d'un certain nombre de fantasmes où on voit finalement qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une réduction de la part des professionnels qui utilisent ChatGPT. Il y a plus de personnes, des particuliers, on va dire, qui l'utilisent en tant qu'assistant, etc. Et puis les autres facteurs, c'est la compétence technique est loin d'être morte, ça c'est une évidence, puisque quand on voit les usages qui sont faits de ChatGPT, c'est finalement désormais essentiellement pour de la recherche ou de l'assistance, on va dire, rapide à de la rédaction de contenu. Ce qui, voilà, je ne dis pas que c'est terminé, terminé, bonsoir, oubliez les IA génératives, c'est pas ça du tout. C'est que pour l'instant, on n'est pas encore à se poser finalement ou à devoir se poser ces questions aussi fondamentales. Ça va venir évidemment avec le temps, vu la fulgurance des progrès qui sont faits. Mais en tout cas, voilà, consultez ce petit rapport, il est super intéressant. Adrien, tu as le privilège de conclure en 30 secondes, s'il te plaît. En 30 secondes. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de garder une démarche de toute façon très structurée. On en a longuement parlé. Déjà, de commencer par comprendre ce qu'est l'IA, ce que ça peut apporter ou ne peut pas apporter. Donc, cette démarche d'acculturation, je pense, c'est importante. J'ai formé il n'y a pas longtemps un DSI qui voulait, avant de développer l'IA dans son entreprise, comprendre lui-même quels étaient les éléments qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'IA tout simplement. Et après, je pense que la démarche, il ne faut pas se lancer dans une idée comme ça qui nous serait passée par la tête et on se dit tiens, là il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire avec l'IA. Il vaut mieux avoir une démarche structurée parce que souvent on va avoir tendance à sous-estimer la complexité de développer un produit spécifique IA. Et on va vite se perdre sur la route et se mettre à mouliner à mouliner des choses sans vraiment réussir à faire avancer le projet. Je pense que la démarche structurée qui part vraiment de vrais besoins métiers et qui vise à les automatiser avec l'IA est vraiment cruciale pour réussir à faire des projets qui fonctionnent en production après. Un immense merci à nos intervenants pour ces propos. Vous pouvez les applaudir, ça fait toujours plaisir. Merci aussi à vous pour votre présence. Je me suis permis de dépasser un peu le temps, mais ce sujet est passionnant et assez crucial, j'ai envie de dire, pour notre avenir et l'avenir de nos entreprises. Le SIDO continue. N'hésitez pas à élargir votre écosystème, à faire des rencontres. C'est le but. Merci à tous et bonne journée.